Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir aussi nombreux pour ce premier webinaire autour de l'actualité dans les déficits immunitaires primitifs en partenariat avec notre centre de référence, le CEREDI. Ce premier rendez-vous est consacré aux actualités médicales des déficits immunitaires chez l'adulte. Suivront demain et après-demain 2 autres sessions sur DIP et Covid-19 et l'actualité dans les déficits immunitaires primitifs chez l'enfant avec le docteur Nizar Malawi. N'hésitez pas à vous inscrire à ces sessions si ce n'est pas déjà fait. Je remercie bien évidemment notre partenaire CSL Behring pour leur soutien institutionnel à la concrétisation de ce projet. Alors j'espère que vous entendez bien tous, parce que je vois que sur le chat, certains d'entre vous n'ont pas le son. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Bon, très bien, je vois que le problème est résolu. Donc, en préambule, quelques mots sur l'association IRIS. Donc, nous avons été créés le 15 octobre 1998, donc nous avons un peu plus de 20 ans d'expérience, enfin, d'existence. On a été reconnu d'utilité publique en 2007 et donc nous avons l'agrément également des usagers du système de santé. Notre mission, c'est de représenter les déficits immunitaires primitifs au niveau national avec autour de 3 axes: favoriser le diagnostic et la prise en charge, soutenir les patients et leurs familles et représenter les patients. IRIS et le CEREDI ont développé récemment un projet digital mettant en scène les 10 signes d'alerte, souvent annonciateurs d'un déficit immunitaire primitif. Je vous propose de regarder ensemble le teaser. Donc, je vous propose, voilà, ce teaser est disponible sur notre site internet. Donc, ces vidéos ont pour but de devenir vraiment un outil de sensibilisation. Donc, n'hésitez pas à les partager au sein de votre réseau ou de les utiliser lors de vos interventions. Sans plus attendre, je passe la parole donc à nos 2 orateurs du jour, le professeur Anne-Sophie Korganov et le docteur Aurélien Guffroy du CHRU de Strasbourg, qui vont notamment évoquer la greffe de cellules souches hématopoïétiques chez les patients atteints de déficit immunitaire primitif adultes, puis un focus sur déficit immunitaire primitif et poumons. Je vous rappelle qu'il vous est possible d'interagir sur le chat ou dans l'onglet questions-réponses à droite de votre écran. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Virginie. Je pense qu'il faut juste me permettre le partage d'écran si vous voulez bien. Bonjour à tous, j'en profite. Donc, je suis le docteur Guffroy et donc moi je vais vous parler des indications d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les déficits immunitaires primitifs de l'adulte. Voilà, je pense que le temps d'avoir dit ça, vous voyez à présent mon diaporama. Très bien. Donc, il y avait effectivement plusieurs actualités dans le domaine de la greffe de cellules souches chez les adolescents, jeunes adultes et les adultes atteints de déficit immunitaire primitif lors du congrès de l'ESID, notamment avec une session de débat autour d'experts avec le docteur Emma Maurice et puis le professeur Grimbacher. Et donc, c'est l'une des actualités dont on a souhaité vous parler aujourd'hui. À travers donc 3 exemples, celle de la discussion entre experts, celle de l'étude qui a été réalisée au sein du CEREDI par Morgane Cheminant, et puis celle d'une cohorte de patients adultes qui étaient allogreffés dans l'enfance.
Donc, quand recourir à l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les déficits immunitaires primitifs de l'adulte, généralement, ce sont dans des indications de déficit immunitaire combiné, de diagnostic tardif ou de complications plus tardives que l'enfance. Dans certains cas de granulomatose septique chronique également. Et les indications de l'allogreffe peuvent être conditionnées soit par des complications infectieuses sévères, récurrentes, bactériennes, fongiques, ou bien encore une réplication EBV chronique, un CA-EBV. Des complications auto-immunes réfractaires, comme par exemple des cytopénies auto-immunes réfractaires au traitement immunosuppresseur, ou bien encore des situations de HLH, donc de syndrome d'activation macrophagique réfractaire, des situations lymphoprolifératives liées à EBV ou bien ou non, donc des lymphomes, ou en cas de progression de la maladie avec l'accumulation de dommages. Et là va rentrer la discussion du rapport bénéfice-risque et l'intervention avant les séquelles d'organes, que les séquelles d'organes ne soient installées. Donc, si on regarde les arguments en faveur de l'allogreffe de cellules souches, les données de cohorte qui sont disponibles chez les patients adultes allogreffés sont pour le moment assez restreintes, mais montrent néanmoins sur les dernières années que la survie des patients greffés à l'âge adulte est bonne, entre 80 et 90% de survie globale à 3 ans dans les centres experts, et que l'allogreffe peut améliorer la survie à long terme de certains déficits immunitaires primitifs. Donc, on a plusieurs papiers qui relatent cela. On a un papier de Blood de 2018. Il y a un autre papier dans le JACI in Practice en 2018 qui montrait une population d'adolescents jeunes adultes. Et puis, plus récemment, on a une large cohorte de patients CGD adultes au sein d'une cohorte CGD greffée dans l'enfance. Donc, il y a 77 adultes et 600 enfants. Et la survie à 3 ans, vous voyez, reste tout à fait correcte chez les patients de plus de 18 ans. Donc, la procédure d'allogreffe s'est actuellement améliorée grâce à l'utilisation de conditionnements atténués. L'allogreffe permet d'éviter certaines complications qui peuvent survenir au cours de certains déficits immunitaires identifiés sur le plan moléculaire notamment, donc certaines lymphoproliférations, certaines infections sévères, certains cancers. Et à long terme, elle peut permettre d'améliorer la qualité de vie en évitant certaines complications chroniques et le recours à certaines thérapeutiques, notamment immunosuppresseurs ou antibioprophylaxie. Les arguments contre qui peuvent être avancés, donc c'est la difficulté bien sûr de prédire à l'échelle individuelle le risque de complications qui va survenir au décours de la maladie, notamment dans les maladies, les déficits immunitaires à pénétrance variable, les situations d'aplo-insuffisance, par exemple pour les CTLA4, la maladie du greffon contre l'autre qui va survenir chez environ 20% des patients et qu'il faut quand même prendre en compte puisqu'elle va nécessiter des traitements spécifiques et donc le bénéfice qu'on peut avoir en réduisant certains traitements liés à la maladie va être contrebalancé par la prise de traitement liée à cette maladie du greffon contre l'autre chronique. Et puis le fait que quand même l'allogreffe doit être envisagée suffisamment tôt dans l'histoire de la maladie avant la survenue de comorbidités rédhibitoires pour la greffe, notamment des insuffisances d'organes terminales comme une cirrhose, une hypertension portale, des dilatations des bronches ou une insuffisance respiratoire. Et puis, bien sûr, le risque lié à la mortalité per procédure reste important et doit être discuté avec le patient et doit être pris en compte. Il est maximal dans les 2 premières années et le risque est particulièrement lié à l'âge de recours de la greffe dans les déficits immunitaires. Donc, pour étayer ces résultats, l'équipe du CEREDI, de Necker et Morgane Cheminant ont présenté une étude rétrospective cas contrôle sur 10 ans qui comparait des patients adultes de 15 ans et plus allogreffés pour un déficit immunitaire primitif, majoritairement des patients atteints de déficit immunitaire combiné de granulomatose septique chronique. C'était une étude multicentrique au sein des centres du CEREDI et puis du centre de Londres.
qui a donc comparé 79 patients allogreffés à 202 patients appariés non allogreffés. Appariés pour l'âge à l'allogreffe, le type de déficit immunitaire et la sévérité en prenant en compte la lymphoprolifération et la présence de maladies auto-immunes. Les indications d'allogreffe dans cette étude étaient donc les complications infectieuses pour 60% des CGD, 12% des déficits combinés, en particulier l'apparition d'aspergillose, la complication dans la CGD, des complications lymphoprolifératives, en particulier dans les déficits immunitaires combinés, l'existence de cytopénie auto-immune réfractaire, en particulier lorsqu'il s'agissait de neutropénie auto-immune, les complications inflammatoires, comme on discutait tout à l'heure, type colite ou Crohn-like, dans 40% des cas de CGD, 12% de déficit immunitaire combiné. Puis dans un cas, la greffe était réalisée de façon préemptive. Donc, les résultats montraient que les patients transplantés par rapport aux patients appariés avaient une mortalité augmentée, avec une mortalité liée à la greffe de 18%, 14 cas sur 79. Mais lorsque l'on regardait de façon cumulative et de façon combinée la survenue d'événements après greffe qui peut être imputé à la maladie, le bénéfice était en faveur de l'allogreffe puisque cette mortalité liée à la procédure était en quelque sorte rattrapée par la diminution du nombre d'événements récurrents après greffe, donc par rapport aux patients non greffés. Donc, cette étude suggère quand même que dans une population adulte allogreffée, et puisqu'elle a été allogreffée, c'est elle présentait les formes les plus sévères de sa maladie, le bénéfice reste intéressant lorsque les patients sont bien screenés en pré-greffe. Les limites, donc la comparaison des patients transplantés non transplantés n'est pas aisée dans ce type d'études rétrospectives, puisque les patients allogreffés peuvent probablement présenter une forme plus sévère de leur déficit au moment de la greffe, avec plus de complications. Le suivi au long terme reste nécessaire pour mieux connaître la survie globale de ces patients. L'utilisation des conditionnements atténués permet actuellement et donc dans l'avenir d'obtenir des meilleurs résultats sur la mortalité liée à la procédure. Et donc, les indications de la greffe chez l'adulte doivent se discuter précocement, plus précocement possible dans l'histoire de la maladie et au moment de la transition, probablement lorsqu'il s'agit de patients adolescents, jeunes adultes et adultes. Une étude qui comparait cette fois-ci le devenir, qui rapportait en tout cas le devenir des patients adultes allogreffés dans l'enfance, une étude monocentrique sur 83 patients, qui retrouvait donc pour les pathologies concernées 43% de déficit immunitaire combiné sévère, 41% de déficit combiné, et puis après des dysfonctions phagocytaires et des CGD. L'âge médian des patients était de 25 ans, l'âge lors de la greffe 36% avant l'âge de 1 an, 28% entre 1 et 6 ans et 36% après 6 ans, avec 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, un suivi médian donc de 19 ans, et les résultats montraient que 60% de patients environ présentaient une survie sans événement après l'allogreffe, après 19 ans de suivi, c'est-à-dire une absence d'événements infectieux sévères, de GVH, de cancer, d'auto-immunité, ce qui est quand même un élément assez intéressant dans la qualité de vie de ces patients. Qu'il n'y avait pas d'incidence retrouvée du type de déficit, du type de donneur ou de l'âge de la transplantation sur la survie sans événement. Et par contre, que la prise de greffe et la restauration immunitaire, ainsi que la nécessité de substituer en immunoglobuline, donc le reflet de la restauration immunitaire, avaient bien évidemment une incidence sur les complications qui peuvent survenir post-procédure. Donc, au total, la greffe de cellules sous schématopoïétique dans les déficits immunitaires reste une procédure à considérer dans l'arsenal thérapeutique des patients atteints de déficit immunitaire sévère, y compris à l'adolescence chez les adolescents jeunes adultes et chez les adultes jeunes. Elle est à discuter, si possible, avant la survenue d'événements qui vont compromettre la procédure de l'allogreffe, telle qu'une insuffisance d'organes sévère ou une complication infectieuse opportuniste grave. Elle est à mettre également en perspective avec les autres options thérapeutiques disponibles à l'heure actuelle ou à venir
selon le mécanisme physiopathologique et selon le diagnostic moléculaire sous-jacent, en fonction des données de registre qui vont être de plus en plus disponibles et en considérant des procédures de conditionnement atténuées, en prenant en compte toutes les comorbidités du patient et, si possible, au sein de centres experts. Voilà, je vous remercie et donc je vais passer la parole à Anne-Sophie Korganov pour la suite des actualités. Tu réponds pas aux questions? On répond aux questions peut-être tout à la fin. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions. Du coup, je propose que l'on poursuive la présentation. Et voilà, n'hésitez pas à tous les participants à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions et réponses. On les prendra en fin de session. Donc, bonjour, merci à Virginie, à Iris et à CSL. Je vais vous présenter la session déficit immunitaire primitif et poumon avec 3 présentations particulièrement intéressantes sur l'immunologie pulmonaire, les pneumopathies interstitielles lymphoïdes dans les déficits immunitaires primitifs et une présentation plus à la marge sur les liens entre maladie des télomères et fibrose pulmonaire. La première présentation sur l'immunologie pulmonaire a été faite par le professeur Tracy Hussel de l'Université de Manchester, pour rappeler que l'immunité pulmonaire a des caractéristiques uniques. Le poumon faisant partie des MALT ou Mucosal Associated Lymphoid Tissues, incluant des cellules endothéliales et exposées à l'environnement. Donc, il s'agit d'une barrière physiologique majeure avec une architecture particulière de la muqueuse, des jonctions serrées entre les cellules épithéliales, un rapide turnover des cellules épithéliales, la présence de mucus et de glycocalyx qui peuvent trapper des agents pathogènes et ensuite être poussés par des surfaces ciliées mobiles, associé à un pH optimal et à la présence d'une microflore commensale. Donc, dans les voies aériennes supérieures les plus larges, on retrouve des cellules épithéliales ciliées et des cellules épithéliales productrices de peptides antimicrobiens, donc qui vont s'intégrer au mucus pour chasser les pathogènes. Au niveau de l'interstitium, il existe plusieurs types de cellules de l'immunité d'origine lymphoïde. Donc, des cellules T gamma delta, par exemple, des cellules NKT, des cellules MALT associated invariant T cells, des cellules dendritiques intraépithéliales. Et puis, plus loin, au niveau des surfaces alvéolaires, vont se faire les échanges gazeux avec surtout la présence de macrophages alvéolaires. Le système immunitaire pulmonaire est en fait capable de faire la différence entre des agressions physiologiques liées à l'environnement banal et à la flore commensale et les pathogènes. Il va générer une réponse pro-inflammatoire via les récepteurs de l'immunité innée, avec un rôle important des IgA sécrétoires produits par les plasmocytes de la lamina propria qui sont susceptibles d'agréger, d'attraper les pathogènes. Et dans le tissu pulmonaire, on peut voir de possibles structures lymphoïdes. Donc, on reverra dans la présentation de Klaus Warnatz, donc des structures tertiaires. Des cellules particulièrement importantes sont les macrophages alvéolaires, puisque ces macrophages, en fait, ont un double rôle. Ils ont un rôle d'homéostasie avec une clairance des débris du soi, cellules apoptotiques, matrices extracellulaires,
intervenant dans le turnover du système. Et ce rôle est en balance avec un rôle pro-inflammatoire contre les pathogènes. Donc, en fait, les pathogènes vont d'abord se fixer sur des récepteurs de l'immunité innée présents à la surface des cellules, puis des composants des pathogènes vont être intégrés à l'intérieur de la cellule, activant d'autres récepteurs, dont en particulier les toll-like récepteurs, avec la production de cette réponse pro-inflammatoire. Donc, le professeur Tracy Hussel a particulièrement insisté sur la notion de mémoire macrophagique. Alors, d'une part, lorsque les macrophages alvéolaires sont activés par les pathogènes, donc ici avec une représentation très schématique des TLR, vont s'allumer des gènes pro-inflammatoires. Donc, si la réponse est trop importante, on peut avoir, par exemple, ce qui se passe un peu dans le Covid-19. Ensuite, on a cette partie homéostasique où d'autres récepteurs régulateurs vont intervenir et vont éteindre quelque part cette réaction. Il me manque cette réaction pro-inflammatoire. Donc, en fait, on a ainsi la création d'un rhéostat qui peut être trop réactif ou pas assez réactif. Dans ce cas, on peut avoir, par exemple, des réactions allergiques. Mais ce qui est particulièrement important, c'est la notion de mémoire macrophagique, c'est-à-dire que ces macrophages alvéolaires, comme ils ont été activés ou régulés, ils vont garder un certain état basal en mémoire, qui parfois peut rester un peu déréglé pendant de nombreuses années et peut-être à l'origine de processus, par exemple, de fibrose post-infectieuse qui peuvent être considérés quelque part comme un processus de réparation pathologique. Donc, la deuxième présentation a été celle du professeur Klaus Warnatz du CCI de l'Université de Freiburg sur les pneumopathies interstitielles lymphoïdes dans les déficits immunitaires primitifs. Il est ainsi parti d'une observation assez classique d'un jeune adulte référé pour dyspnée d'effort et tout, avec dans ses antécédents la notion d'infection à répétition, des cytopénies auto-immunes et un syndrome lymphoprolifératif avec une splénomégalie et des lymphadénopathies. Et sur le plan scanographique pulmonaire, il existe une atteinte interstitielle pulmonaire avec des opacités en verre dépoli. Biologiquement, on note une thrombopénie modérée à 100 000 plaquettes, peu de syndrome inflammatoire, une élévation des récepteurs solubles à l'IL2, bon, qu'on ne fait pas partout, mais qui font particulièrement en Allemagne. Au niveau du lavage broncho-alvéolaire, une recherche de pathogènes qui est négative avec un lavage lymphocytaire et une élévation du rapport CD4 sur CD8. Et puis, le dosage des immunoglobulines montre une hypogammaglobulinémie IgG avec une baisse des IgA et des IgM permettant de porter le diagnostic de DIC. Deux types d'atteintes pulmonaires sont possibles dans le DICV. À peu près 30% des patients vont présenter surtout une atteinte des voies aériennes, souvent infectieuse, impliquant le système immunitaire inné, local, donc comme je vous l'ai montré précédemment, mais qui peut se généraliser. Et seulement 15% vont présenter une maladie interstitielle pulmonaire dont le mécanisme implique le système immunitaire adaptatif. Donc ici, vous avez une pneumopathie interstitielle stable dans le temps, à 12 mois d'intervalle, alors qu'ici, elle est progressive, donc à 0 mois et à 12 mois, avec l'apparition de nouvelles lésions. La pneumopathie interstitielle lymphoïde a souvent une histologie mixte avec des infiltrats lymphoïdes comprenant hyperplasie folliculaire, infiltrats lymphocytaires et puis parfois des lésions de bronchiolite, des lésions plus inflammatoires et la présence de granulomes. Alors, suivant l'intensité des granulomes, il existe une discussion entre ce qu'on appelle les pneumopathies interstitielles granulomateuses et les pneumopathies interstitielles lymphoïdes.
Ici, vous avez les marquages histologiques d'une biopsie pulmonaire dans une pneumopathie interstitielle lymphoïde avec un marquage B, CD20 positif, et puis des marqueurs qui sont des marqueurs folliculaires, donc CD23 pour les cellules dendritiques folliculaires, CD3 pour les T, BCL6 et KI67 qui sont des marqueurs de Germinal Center. Et dans ce travail récent, Maglione et collaborateurs corrèlent la production intrapulmonaire d'IgM et de BAF au pourcentage de follicules et corrèlent même ce nombre de follicules à la production sérique d'IgM. Donc, existe-t-il un contexte, un paysage clinique ou biologique particulier dans ces pneumopathies interstitielles lymphoïdes? Klaus Warnatz a présenté les résultats préliminaires de l'étude STILPAD, qui est une étude européenne patients atteints de pneumopathie interstitielle lymphoïde comparé à une cohorte plus générale de patients avec des DICV. Ces données, en fait, recoupent d'autres données qui ont été publiées ces dernières années, où on constate que dans les pneumopathies interstitielles lymphoïdes, on a une association aux cytopénies auto-immunes plus importante et à un syndrome lymphoprolifératif, splénomégalie ou lymphadénopathie également plus fréquent. Sur le plan scannographique, on peut voir des nodules sous-pleuraux ou plus larges avec des bords flous pouvant prêter à confusion, enfin pouvant évoquer des étiologies infectieuses, des lésions en verre dépoli et pour quelques patients, des patterns typiquement réticulés de type fibrose, avec pour un certain nombre de patients des bronchectasies concomitantes. Des EFR normales n'écartent pas le diagnostic. Des altérations isolées de la DLCO sont possibles et avec le temps, on aura une dégradation d'un DLCO plus importante que la dégradation de la capacité vitale. Et donc, sur le plan biologique, l'élévation des récepteurs solubles de l'IL2 et des IgM pourraient être des paramètres potentiels d'évolutivité. Alors, doit-on faire un LBA? Doit-on faire une biopsie pulmonaire? Donc, le LBA, en général, doit être fait pour rechercher les pathogènes et les champignons, pour rechercher des cellules lymphomateuses et pour faire un immunophénotypage plutôt lymphocytaire en cas de pneumopathie interstitielle lymphoïde. En cas de présence de polynucléaires neutrophiles, il faudra plutôt rechercher une infection. La place de la biopsie pulmonaire reste discutée. Donc, elle présente l'avantage de pouvoir rechercher une lymphoprolifération clonale avec un immunomarquage et une recherche de clonalité, mais qu'elle ne va pas trouver forcément. Et en fait, suivant les études, elle présente un intérêt diagnostique et de suivi ou pas. Donc, dans STILPAD, par exemple, elle semble apporter quelque chose, alors que dans l'étude de Manina, les résultats sont plus discutables. Dans tous les cas, il faut privilégier la cryobiopsie sur une lésion visible à la biopsie transbronchique. Qu'en est-il des données physiopathologiques et des données du lavage broncho-alvéolaire? Donc, Klaus Warnatz a présenté les résultats non publiés de Friedman et collaborateurs de Freiburg qui, en fait, depuis, ont été publiés dans Frontiers Immunology, qui montre en fait une élévation des lymphocytes dans le LBA avec un enrichissement en TFH par rapport au TH17, une diminution des T régulateurs et une augmentation des lymphocytes B, CD21 low, qu'on peut voir par ailleurs dans les DICV. La production de BAF n'a pas été retrouvée, mais par contre, on a été constaté une augmentation des niveaux de A'. Alors, faut-il traiter et dans quel cas? Donc, sur ce tableau est résumé les consensus proposés. Donc, quand les patients sont symptomatiques avec une fonction pulmonaire anormale et une dégradation, il faut traiter. Quand ils sont asymptomatiques avec une fonction pulmonaire anormale et une dégradation également. Et quand ils sont symptomatiques avec une fonction pulmonaire normale mais une dégradation, il existe 80% de consensus en faveur d'un traitement.
Par contre, quand ils sont asymptomatiques avec une fonction pulmonaire normale et la notion d'une stabilité, une surveillance clinique et radiographique peut être proposée. Donc, quel traitement? La corticothérapie entre 1 demi-milligramme et 1 milligramme kilo entraîne au départ une amélioration. Mais en général, sur le long terme, elle est diminuée, en particulier pour éviter d'aggraver le déficit immunitaire et son bénéfice devient variable suivant les cas. D'autres traitements immunosuppresseurs sont proposés. Il semble que le rituximab, de façon générale, améliore les patients sans qu'on puisse déterminer si c'est plutôt en monothérapie ou associé à un autre immunosuppresseur au vu du faible nombre de cas. Donc là, vous avez résumé les différentes options thérapeutiques. Bon, l'abatacept, ça concerne surtout les défauts de CTLA4. Donc, voici la conclusion proposée par Klaus Warnatz. Donc, dans la pneumopathie interstitielle lymphoïde, il est important d'avoir un suivi multidisciplinaire. Tous les patients avec DICV et pneumopathie interstitielle n'ont pas besoin d'un traitement. Ils doivent tous être substitués par immunoglobuline au vu du risque infectieux. Si un traitement spécifique est requis, une infection doit être écartée. En phase aiguë, les corticoïdes permettent une amélioration et au long cours, on associe en général un immunosuppresseur. Mais pour l'instant, seul le rituximab a été utilisé assez largement et des analyses sur les autres immunosuppresseurs, aucun n'apparaît supérieur aux autres. La dernière présentation a été celle que je vais vous présenter, a été celle du professeur Sharon Savage du NIH sur l'atteinte pulmonaire au cours des anomalies des télomères. Donc, les télomères, en fait, préservent l'intégrité chromosomique. Ce sont des répétitions nucléotidiques avec une structure protéique aux extrémités des chromosomes et ils se raccourcissent à chaque division cellulaire, menant éventuellement à une instabilité chromosomique. Quand ils sont trop courts, on constate une apoptose cellulaire ou une sénescence. Donc ici, vous avez une structure télomérique avec les nombreuses protéines fixées sur les télomères. Et ici, vous avez la longueur des télomères, donc très court, moyennement court et très court, moyen et très long. Et les pathologies et donc les maladies des télomères se situent ici en dessous du premier percentile. Sur cette diapositive, vous avez la triade classique de la dyskératose congénitale d'un adulte mâle avec les ongles dysplasiques, la pigmentation cutanée, la leucoplasie orale. Souvent, ces patients présentent également une défaillance médulaire, une microcéphalie et donc 20% des mutations sont des mutations liées à l'X dans la dyskérine. Les autres mutations peuvent être autosomiques récessives, autosomiques dominantes et toucher d'autres protéines. Le diagnostic est porté sur l'image clinique et sur la cytométrie de flux avec hybridation nucléotidique in situ des lymphocytes ou technique de flow fish et donc une lecture fluorescente posant le diagnostic avec plus de 95% de sensibilité et de spécificité lorsque la longueur des télomères est inférieure à 1 ST du percentile pour l'âge. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Concernant les anomalies des télomères, toutefois, les débuts peuvent être plus tardifs et l'image clinique devient alors beaucoup plus diversifiée. Donc, ils peuvent présenter seulement l'une ou l'autre manifestation. L'histoire familiale peut être variée. Ils peuvent se présenter comme des fibroses pulmonaires, des aplasies médulaires, une maladie hépatique ou des cancers solides. Donc, vous avez ici l'incidence cumulée en fonction de l'âge des leucémies aiguës myéloïdes, des cancers solides, en particulier tête et cou, et des insuffisances médulaires.
Ici sont deux observations particulièrement représentatives d'atteintes pulmonaires fibrosantes. Donc, il s'agit là d'un enfant de 4 ans présentant une aplasie médulaire avec à l'âge de 6 ans une triade d'essai et un diagnostic de fibrose pulmonaire que vous voyez ici à l'âge de 11 ans qui va le mener à la transplantation pulmonaire bilatérale à l'âge de 13 ans. En fait, plus les anomalies pulmonaires sont précoces, plus les patients vont se détériorer sur le plan pulmonaire, comparé à ceux qui ont un risque de détérioration, comparé à ceux qui ont une atteinte équivalente, mais beaucoup plus tardivement. Donc ici, il s'agit d'une observation pédiatrique, mais la situation peut être très différente. Par exemple, pour cette patiente, une cinquantaine d'années, qui présente une thrombopénie à l'âge de 30 ans, évoluant vers la pancytopénie, traitée par androgène plus de 20 ans et qui finalement va développer une fibrose pulmonaire, donc on voit ici et là, avec une mutation hétérozygote de la protéine TERC, du gène codant pour la protéine TERC, identifié seulement tardivement. Et lorsque l'histoire familiale est reprise, le diagnostic de fibrose pulmonaire chez la mère vers l'âge de 60 ans. Pour terminer, dans les maladies des télomères, il n'existe pas que des pathologies fibrosantes. Peuvent se voir des malformations pulmonaires artério-veineuses qui peuvent prêter à confusion diagnostique. Donc, ces malformations artério-veineuses peuvent être diagnostiquées très précocement ou après la greffe, avec des patients qui peuvent développer des dyspnées, un hypocratisme, un syndrome hépatopulmonaire ou des anomalies seulement histologiques. Donc, vous avez ici l'abouchement normal capillaire et ici les malformations artério-veineuses créant le shunt. Donc, ici, une revue de la littérature sur les principaux cas discutés. La gestion s'est terminée par un question-réponse des 3 orateurs, avec en particulier une question sur la durée de l'impact d'une infection virale sur les macrophages par rapport à l'infection Covid. Donc, la réponse du professeur Sharon Savage, du professeur Tracy Hussel, concluant à la possibilité du développement de processus de réparation pathologique de type fibrosant. La question posée à Klaus Warnatz sur la balance LBA biopsie, donc avec les incertitudes que je vous ai énoncées précédemment, sur la possibilité que le LBA soit seul suffisant. La question sur la thérapie dans la maladie des télomères, donc en fonction de la présentation, greffe de moelle, greffe pulmonaire, androgène, antifibrosant. Et puis la question finalement par rapport à cette présentation dans le thème déficit immunitaire primitif et atteinte pulmonaire sur les anomalies des télomères dans les déficits immunitaires primitifs qui de façon plus générale reste une question en suspens. Donc, je vous remercie et je pense que nous attendions des questions. Merci beaucoup Anne-Sophie et Aurélien pour votre présentation. Alors, nous avons une question pour le moment. Pour le screening de l'atteinte interstitielle pulmonaire, quelle est la périodicité pour RX, les EFR et TC? Alors, je ne suis pas sûre que M. Varnatz ait amené une réponse sur ce point au cours de la présentation. Bon, après, en pratique, tout dépend, je dirais, de la clinique. S'il s'agit de quelqu'un qui présente déjà une atteinte pulmonaire, on aura tendance à le surveiller plus étroitement, peut-être tous les 6 mois en ce qui concerne les EFR et surtout la DLCO qui peut être altérée alors que le reste des EFR sont subnormales. Et sur le plan scanographique, ça par contre, on essaye d'espacer la surveillance de façon annuelle, même avec les scanners low dose. Nous avons une autre question. Quid du risque d'HTAP dans ces atteintes pulmonaires?
Alors, oui, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Donc, dans les malformations artério-veineuses, type maladie des télomères, c'est sûr qu'il existe un risque d'HTAP par le biais d'un syndrome hépatopulmonaire et d'un shunt. De façon plus générale, il y a un risque d'HTAP en rapport avec l'atteinte pulmonaire comme telle qu'elle est, enfin comme pour quelqu'un qui n'a pas de déficit immunitaire. Et moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de déficit immunitaire primitif qui soit particulièrement associé à une atteinte spécifique de l'artère pulmonaire de type fibrose, anomalie endothéliale, voilà. Je ne sais pas si Nizar en sait davantage. Alors, nous avons également une personne qui pose une question, donc je vais admettre, elle va pouvoir la poser en direct. Madame Ancias. Il faut activer votre micro par contre, madame. Oui, non, désolée, j'ai fait une erreur de manip. C'est une erreur. Ah, d'accord, ok, très bien. Désolée. Pas de souci. Alors, Nizar, effectivement, dit qu'il n'a pas davantage d'informations concernant le risque d'HTAP et atteinte pulmonaire. Mais je pense que c'est vraiment une question intéressante. Il faudrait peut-être regarder spécifiquement ce qui est décrit dans la littérature. Parce que, par exemple, dans les granulomatoses, hors déficit immunitaire, on peut avoir des hypertensions artérielles pulmonaires. C'est tout à fait possible qu'il y ait des atteintes plus spécifiques. On peut en avoir aussi dans les maladies auto-immunes. Donc, peut-être qu'il y a des atteintes spécifiques. Alors, nous avons une autre question. Comment se passe une cryobiopsie? Alors là, techniquement, je pense que c'est transpariétal, mais je ne sais pas. Non, c'est transpariétal. Je pense que c'est transpariétal, que c'est fait par les radiologues interventionnels et que, en fait, c'est une. Oui, c'est ça. Non? Pareil, je peux jouer mon joker Nizar, mais je ne sais pas. Alors, nous avons également une autre question. Quel est l'intérêt en clinique courante, en sus, donc en pratique, du dosage de l'IL2R? Le dosage du récepteur de réponse. Oui, le dosage du récepteur soluble de l'IL2, donc ça traduit un certain niveau d'activation lymphocytaire. Mais malheureusement, tout dépend des laboratoires. Par exemple, nous, à Strasbourg, on n'y a pas accès. À Freiburg, ils l'utilisent largement à la fois, je dirais, en pratique clinique, ça s'utilise un peu comme le dosage des cytokines. Enfin, ça reflète ça, l'activation lymphocytaire et en recherche. Je ne sais pas si c'est fait au CEDI. Alors, le médecin dit qu'effectivement, à Tours, ils n'y ont pas accès non plus, malheureusement. Non, non, non. Et je n'ai pas l'impression que c'est fait au CEDI, mais il faudrait peut-être poser la question directement à Capucine Picard. Mais voilà. Nizar, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Il suffit d'activer votre micro. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ah, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous, Virginie, à votre équipe et à CSL, et puis surtout à Anne-Sophie et à Aurélien. Donc, non, en fait, en France, on n'utilise pas le dosage de l'IL2 récepteur, qui est effectivement plus utilisé dans les pays de type Allemagne ou Suède. Voilà, donc on a des marqueurs périphériques qui peuvent nous aider aussi à voir si le système immunitaire est activé,
comme la recherche de lymphocytes T activés, donc qui expriment le marqueur HLA-DR. C'est plutôt dans les formes d'activation macrophagique qu'on peut regarder ça. Voilà, donc en soi, ce n'est pas un marqueur absolument fondamental, mais en association avec d'autres marqueurs, ça peut orienter. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Alors, dans le DICV, les données de Ware dans Blood 2015 montrent un taux important de décès. Quand recommander la greffe dans le DICV? Ouais. Là, vous parlez de l'allogreffe, hein, c'est ça? Je ne vois pas la question, en fait. C'est dans discussion, donc c'est... Ouais. Effectivement, il y avait dans ce premier papier oui, c'est dans l'allogreffe, pardon. Des signes qui montraient que les patients atteints de DICV avec une mortalité assez importante, en fait, probablement l'allogreffe était proposée dans des cas probablement assez sévères de sauvetage, et donc il faut la proposer dans les cas qui ont des facteurs de risque de mauvaise évolution, probablement avant la survenue d'insuffisance d'organes sévères, notamment pulmonaire, hépatique, splénique, quand les patients ont eu une lymphoprolifération très importante avec notamment une très grosse splénomégalie. La splénomégalie est un marqueur de mauvais résultats de l'allogreffe. Donc, dans l'idéal, il faudrait pouvoir avoir des indications pour identifier le plus précocement les patients les plus à risque, donc ceux qui ont des cytopénies auto-immunes, réfractaires, ceux qui ont déjà une lymphoprolifération, une expansion éventuellement de ces cellules CD21-LO qui sont un marqueur de complications associées. Mais c'est vrai qu'en pratique courante, ce n'est pas toujours évident d'orienter un patient avec un déficit immunitaire comme un variable vers l'allogreffe avant la survenue d'une atteinte d'organes sévères. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est probablement les patients les plus graves et les plus à risque de mortalité qui sont allogreffés. Après, il y a des centres qui rapportent des fois la greffe d'organes solides suivie d'une allogreffe. Ça existe aussi. Voilà, tout est envisageable, mais c'est vrai que ça reste des procédures très, très lourdes et sévères. C'est une autre question. Alors, déficit immunitaire primitif et lymphome, devrions-nous discuter du dossier en vue d'une greffe? Alors ça, c'est aussi une bonne question pour laquelle on n'a pas toutes les réponses, et parce que parfois, donc, le déficit immunitaire peut être révélé à l'occasion d'une lymphoprolifération, d'un deuxième lymphome, ça arrive de temps en temps, et donc oui, si on a la connaissance d'un déficit immunitaire sous-jacent et qu'on a la survenue d'une lymphoprolifération, l'allogreffe peut être une des discussions dans la thérapie également de la lymphoprolifération. C'est des discussions en cours en tout cas, et c'est vrai que c'est seulement les données accumulées qui vont permettre de nous dire si on a raison. Après, quand on a par exemple des déficits qui prédisposent à une lymphoprolifération EBV, on sait que guérir une première fois d'une lymphoprolifération EBV n'empêche pas de refaire un deuxième lymphome. Donc, je pense par exemple aux patients XIAP. Et donc, chez ces patients-là, l'allogreffe doit être notamment envisagée dès le diagnostic moléculaire posé. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Nizar là-dessus. Mais... Oui, je te rejoins, Aurélien. C'est pas un sujet facile, donc c'est bien synthétisé. Je pense que peut-être de manière générale, sur un terrain de déficit immunitaire, quand une complication lymphomateuse apparaît chez un de vos patients, ça vaut toujours le coup de discuter en équipe. Vous avez au sein de tous les centres dans tous les CHU les collègues qui sont spécialistes de déficit immunitaire. Et puis au niveau national, on a aussi des réunions où on peut aborder la question et discuter. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la réponse, c'est pas toujours clair, mais ça vaut le coup de discuter pour justement aussi apprendre au fur et à mesure.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont encore quelques questions. Là, on est arrivé au bout de celles qui étaient sur notre chat et sur l'onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de terminer cette session, de vous remercier à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux. On était pas loin d'une soixantaine à être connectés ce soir. Donc un grand merci à M. Guffroy et Mme Korganov et également à M. Malawi pour leur participation. Et donc vous pouvez retrouver donc ce webinaire sera à disposition de l'ensemble du réseau CEREDI, mais également en libre accès sur le site internet de l'association et également du CEREDI et également de notre partenaire CSL Behring. Vous pouvez également retrouver les vidéos, notamment sur les 10 signes d'alerte clinique sur notre site internet et sur celui du centre de référence. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et encore merci à M. Guffroy et Mme Korganov. Au revoir, Bonsoir, bonne soirée. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.